Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux outils d'idéation. Alors, première chose, quel est ce mot? L'idéation est le terme technique pour le fait d'avoir des idées. Comme nous l'avons évoqué dans la vidéo sur le mode projet, nous sommes tous créatifs, mais le fait d'en faire un métier et de quelque part industrialiser la créativité est une des spécificités du design, comme le décrit par ailleurs très bien Brian Lawson dans son ouvrage « Comment les designers pensent, le processus de design démystifié ». Dans ce livre, il porte une approche analytique sur les métiers de la conception qu'il est très intéressant de regarder et dont le design fait partie. Alors maintenant, à quoi ça sert? Il peut sembler un peu étrange de le définir, mais la créativité permet de rompre avec l'état actuel des choses en générant de nouvelles pistes, de nouvelles solutions pour traiter un problème. En cela, on la définit généralement comme une séquence de pensée et d'action qui mène à une production à la fois nouvelle et adaptée au contexte. Je vous renvoie pour cela à la définition de Todd Lubart. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous parler du projet de Rita Hebel, une Allemande handicapée de 62 ans qui a trouvé une solution au manque de rampes d'accès pour les fauteuils roulants dans la ville de Hanau. Elle a pour cela utilisé des briques de Lego, un matériau à sa disposition, facile à utiliser, peu cher et adaptable, qu'elle a assemblé afin de créer des rampes sur mesure pour faciliter l'accès des handicapés aux magasins de la ville. Ce projet est une bonne illustration d'un processus créatif, car c'est à la fois novateur dans le sens où il s'agit d'une nouvelle manière de construire des rampes en détournant des jouets pour enfants, et c'est adapté au contexte dans le sens où les briques permettent de construire des rampes sur mesure, antidérapantes grâce aux petits picots, voyantes de par la couleur des briques et facilitant donc l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Qui plus est, la chaîne de production est assez simple et l'assemblage peut être réalisé par à peu près n'importe qui. Alors, la créativité recouvre un processus bien plus large que la seule idéation, le seul fait d'avoir des idées. Les processus créatifs reposent sur des phases successives de divergence et de convergence, deux termes que nous allons maintenant expliquer. Alors, les phases de divergence correspondent au fait de s'ouvrir par rapport à une thématique, d'aller explorer, de comprendre ou d'aller rechercher des solutions dans des champs qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, d'aller mobiliser des jouets pour enfants comme les Lego pour construire des rampes d'accès qui sont d'ordinaire en métal et issues d'une production artisanale ou semi-industrielle. En somme, il s'agit de générer des options, de s'ouvrir des possibilités ou encore des pistes de réflexion nouvelles qui sont différentes de l'habituel. C'est ce que vous allez faire normalement dans les premières phases de votre projet au cours de l'immersion. La convergence maintenant. Les phases de convergence correspondent au fait de choisir une de ces pistes et de la tester, de l'enrichir et de la développer en créant par exemple des prototypes dans le but de vérifier une hypothèse et de vérifier la viabilité d'une solution. C'est ce que vous ferez au cours de la phase 2 de conceptualisation et au cours de la phase 3 de formalisation au sein du programme. Alors, ces termes de convergence et de divergence ont été popularisés par la méthode du design thinking et en particulier au travers de la figure du double diamant qui représente deux de ces phases. Mais bien entendu, dans la réalité, ces phases se répètent, se succèdent ou se recouvrent plus ou moins, et c'est cette forme d'agilité dans l'articulation divergence-convergence, tout au long des phases du projet, qui fait l'expertise d'un concepteur. À savoir, quand mobiliser de la divergence et quand, au contraire, converger. Ce processus créatif suppose également de savoir à certains moments suspendre son jugement sur les contraintes ou la faisabilité a priori d'une idée, pour ainsi laisser émerger de nouveaux concepts. Et à d'autres moments, d'être en capacité de créer des outils, comme les prototypes ou les maquettes, pour évaluer cette idée à l'aune des connaissances disponibles et éventuellement d'en créer ainsi de nouvelles. Autrement dit, on va apprendre des choses en faisant, car on ne sait pas ce qui va marcher réellement avant de l'avoir testé et de voir si ça marche ou non. Vous voyez bien que le corollaire de ces idées est que si l'on empêche le test d'idées nouvelles, au risque effectivement de se tromper, il est alors impossible d'innover, car on ne se laisse aucune chance de créer de nouvelles connaissances et d'en apprendre un peu plus sur une situation. Il faut donc courir le risque de se tromper pour pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives.
Ainsi, en associant l'exploration et l'idéation, pour dépasser le cadre traditionnel de définition d'un problème, les processus créatifs bien conduits permettent ainsi une forme de pas de côté pour regarder un problème d'une manière nouvelle. Et c'est donc ce que nous vous demandons de faire au cours du projet. Dans la suite de ce cours, nous allons pour cela vous proposer quelques outils d'idéation. Alors, dans le langage courant, la créativité est souvent réduite au cliché du brainstorming avec des post-it. Alors, cette technique vise à générer des idées en grand nombre sur un sujet donné. Si cet outil peut être utile, ce n'est pas la seule façon de faire, mais juste une possibilité parmi la gamme d'outils que les designers et concepteurs peuvent mobiliser. Et nous allons maintenant vous proposer justement quelques outils différents. Premièrement, un outil de défixation. Alors, c'est un outil assez simple qui passe par le dialogue et un jeu de questions-réponses, notamment pour mettre à jour les fixations des membres de l'équipe projet, c'est-à-dire les idées sur lesquelles on reste alors qu'elles n'ont pas de sens. Pour cela, il y a deux rôles, celui qui questionne et là où les personnes qui répondent. Le premier va poser deux questions à chaque participant qui vont s'écouter à tour de rôle. Première question, il va s'agir de demander, et ce à n'importe quelle phase du projet, selon toi, quelle est la solution au problème qui nous a été posé ? Par exemple, au problème comment faire des économies d'eau dans l'agriculture, je pense que la solution, ce sont des tracteurs plus petits. Vous pouvez également dessiner et esquisser ce dispositif pour le communiquer. Deuxième question, selon toi, qu'est-ce qui te semble être une contrainte à ce projet ? Par exemple, je pense que ce sont les coopératives agricoles qui sont le principal point de blocage dans le fait de trouver des nouvelles manières d'économiser l'eau. Alors, l'idée ici n'est pas de répondre à ces propositions ou à ces contraintes supposées, mais plutôt d'exposer et d'explorer les intuitions ou les biais que nous avons tous, afin soit de les creuser et de les confirmer, soit de les infirmer et de s'en débarrasser pour éviter de polluer la suite du projet. C'est aussi un bon moyen de s'aligner au sein de l'équipe en partageant ses intuitions, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on imagine, et aussi de faire émerger des associations libres d'idées. Deuxième outil, le jeu du cadavre exquis, qui sera particulièrement utile si vous éprouvez des difficultés à générer des idées de solutions pour votre problématique. Élaboré en 1925 par les surréalistes et en particulier par Jacques Prévert et Yves Tanguy, puis popularisé par André Breton, la technique du cadavre exquis consiste en l'assemblage d'éléments successifs ne tenant pas compte des éléments précédents, que ce soit pour former des phrases ou des images. Par exemple, c'est ce que l'on fait en se faisant passer un papier replié sur lequel on note un message ou une histoire. C'est ainsi d'ailleurs qu'est né le terme de cadavre exquis. Ou bien dans les livres d'images qui permettent de créer des chimères avec la tête, le corps et la queue de différents animaux. Comme vous pouvez le voir, c'est sans doute un jeu auquel vous avez peut-être déjà joué. Rapporté au projet, cet exercice doit permettre de créer des associations libres entre des catégories pertinentes de solutions. Si la plupart des associations produites n'auront peut-être aucun sens, cet exercice permet de dépasser le champ des réponses convenues et d'identifier des opportunités nouvelles pour répondre à la problématique. Prenons l'exemple de l'accessibilité des transports en commun. Afin de générer des idées, déterminez 2 à 3 catégories qui vous semblent pertinentes. Par exemple, les solutions possibles, les utilisateurs et la raison du transport. Dans la catégorie solutions, vous inscrirez les solutions qui vous viennent à l'esprit ou qui sont issues de votre veille ou de votre recherche de référence. Par exemple, des services de transport à la demande, des applications, d'autres services municipaux, des coopératives, des associations de cyclistes, la réalité virtuelle, le vélo, le bus, le taxi. Bref, tout ce qui peut vous sembler pertinent à un moment donné. Dans la catégorie utilisateurs, nous allons retrouver les acteurs que vous avez identifiés dans votre cartographie d'acteurs, notamment par exemple les agents, les personnes à mobilité réduite, les conducteurs, les voyageurs enfants, les voyageurs adultes, bref, l'ensemble des acteurs que vous souhaitez questionner. Dans la catégorie des types de transport, nous aurons par exemple pour aller au travail, en vacances, chez des amis, pour aller chez le docteur. Bref, des situations qui peuvent être intéressantes. Notez ces éléments sur des cartes et maintenant tirez une carte de chacune des catégories pour répondre à votre problématique. Comment faciliter l'accès au transport en commun ? Ce processus va générer des réponses plus ou moins absurdes et plus ou moins intéressantes, du type une réalité virtuelle pour que les adultes aillent au travail,
ou d'autres comme un service pour que les enfants aillent en vacances. Libre à vous de compléter ensuite ces premières idées et de poursuivre les plus pertinentes. Dans tous les cas, le cadavre exquis va vous permettre de générer des idées auxquelles vous n'auriez autrement, et peut-être à tort, pas prêté attention. Cela renvoie à ce qu'Arthur Koestler nomme la dissociation, dont nous vous avons déjà parlé précédemment et qui consiste à associer deux idées issues de mondes totalement éloignés pour en faire une synthèse originale. Troisième outil, les stratégies obliques de Brian Eno. Brian Eno est un personnage assez atypique qui est reconnu pour sa créativité et sa versatilité en tant que musicien et producteur musical. Et il a notamment contribué aux albums de David Bowie et au groupe post-punk new-yorkais les Talking Heads. Il fait partie des quelques créateurs qui ont explicité et aussi commercialisé leurs outils de travail. Dans son cas, il a développé un jeu de cartes nommé Stratégie oblique qui invite les musiciens, et en détournant n'importe quel créateur, à improviser selon des instructions précises. Chacune des cartes de son jeu, au nombre de 113 dans la première édition, porte une indication aléatoire comme par exemple « Arrête-toi un moment »,« Ce n'est qu'une question de travail » ou « Examine avec attention les détails les plus embarrassants et amplifie-les ». Alors il y a deux manières d'utiliser ces cartes. De manière aléatoire, en tirant une carte à la fois au hasard et suivant notre besoin, et en suivant les conseils proposés pour voir si ça dénoue le nœud de conception dans lequel on est, et comme un paquet, un ensemble de possibilités où l'on va venir feuilleter les différentes cartes et trouver des idées d'inspiration. Ce sont donc des conseils de création. Le jeu est disponible en ligne gratuitement et vous pouvez donc l'imprimer et essayer cette technique. Quatrième exemple, le Burktionary, créé par l'agence de design collective BAM. Ce jeu, créé dans le cadre d'une agence de design fictive Burk Design, a pour ambition de créer, imaginer et dessiner ce qu'il y aurait de pire pour l'homme et la société. Comme vous l'aurez compris, le Burktionary est un jeu de cartes ironique qui vous propose d'incarner des designers dans une agence aux valeurs un peu douteuses. Comme précédemment, il peut être utilisé lors d'ateliers d'idéation pour générer des idées absurdes, pour déverrouiller les échanges et les non-dits au sein d'une équipe de travail, notamment par l'autodérision, de prendre du recul par la fiction et d'évacuer les effets de fixation dont nous avons parlé précédemment. Et ces effets de fixation souvent empêchent de reconnaître l'impact néfaste d'un produit ou d'un service. Et enfin, de mettre en lumière les choix de valeurs éthiquement questionnables autour de nous ou dans des projets. Les deux outils cités précédemment participent de ce que De Bono nomme processus de pensée latéral, qui consiste à produire des discontinuités dans la pensée, par exemple en inversant ou exagérant un problème envisagé pour trouver une solution. Cinquième outil, le ludographe. Édité par le Centre national d'art plastique en 2015, le ludographe a été conçu afin de proposer aux enseignants en art plastique et à leurs élèves un ensemble d'outils et d'informations qui constituent une introduction au design graphique, un des domaines du design. Accompagné d'un livret explicatif, il permet de faire découvrir l'influence du design graphique sur l'environnement visuel et de sensibiliser à toutes les relations possibles entre les mots et les images. Ce kit est constitué d'images types, de blocs de texte et d'éléments visuels qu'on peut assembler à la main. Le ludographe est donc un outil intéressant pour maqueter des éléments graphiques, qu'il s'agisse par exemple d'affiches, de logos, de livrets ou même de pages web. Cet outil peut ainsi constituer une première boîte à outils pour vous aider à la création de formes visuelles au sein de votre projet, ou même pour communiquer le projet lui-même ou votre processus de pensée. Enfin, comme toutes les ressources évoquées, le ludographe est en téléchargement gratuit directement sur le site du CNAP que nous allons indiquer dans la description de la vidéo. Enfin, quelques outils qui peuvent vous servir dans des cas spécifiques. Premièrement, les générateurs aléatoires de personnages ou d'histoires comme whatareYou.net ou Bots of New York, vous retrouverez l'adresse directement dans la description de la vidéo, ou les générateurs de caractères que vous pouvez retrouver comme charactergenerator.org qui permettent de créer des personnages ou des utilisateurs extrêmes auxquels vous n'auriez pas pensé autrement. On peut citer également la bibliothèque d'Alexandrin qui permet de créer des situations assez absurdes qui peuvent aussi nourrir vos différents parcours utilisateurs en ramenant au final un petit peu de réalité et d'aléatoire dans vos travaux. Enfin, vous pouvez facilement trouver sur internet différents outils
comme des exercices sur Google Images ou des jeux ou d'autres générateurs qui peuvent comme ça facilement vous permettre de créer des situations ou des personnages. Pour votre recherche de référence, vous pouvez également vous exercer à l'aléatoire avec Google Images en tapant un mot dans la barre de recherche, puis en sélectionnant par exemple à la 10e page la seconde image du rang, et en glissant ensuite celle-ci dans la barre de recherche à nouveau, et de proche en proche, comme ça, générer à chaque fois de nouvelles références de plus en plus lointaines. Alors maintenant, quelques points d'attention. La créativité se pratique, c'est une discipline. Il ne faut donc pas être étonné si les premières réalisations, les premières idées ne sont pas géniales. Comme toute discipline, il faut s'échauffer, réessayer, s'entraîner pour devenir meilleur. Deuxième point, il faut être en confiance. L'absurde ou l'erreur n'est pas toujours bien vue dans nos sociétés, et encore moins quand il s'agit d'entreprise ou d'administration. Ce qui est plutôt paradoxal quand on demande de créer quelque chose de nouveau. Remettez-vous à la place de ceux qui ont inventé par exemple le vélo, le vaccin, Internet ou même un ordinateur. À un moment donné, tous ont été confrontés à la rigidité des convenances sociales et ont su les dépasser. Essayez donc de vous détacher momentanément du jugement facile et si possible amusez-vous. C'est une des raisons, vous l'aurez remarqué sans doute, pour laquelle les outils de créativité ressemblent ou s'inspirent tous de jeux. Dans la suite de ce conseil, la détente et le lâcher-prise sont très importants. Le stress inhibe les capacités d'abstraction car nous avons été entraînés au cours de l'évolution à courir plutôt qu'à réfléchir face à un danger. Les situations stressantes inhibent donc les zones dédiées à l'abstraction, où s'effectuent pourtant les croisements fertiles d'où jaillissent les idées. Un très bon exemple pour cela est donné par Aristote, qui conseille déjà à l'Antiquité de réfléchir aux problèmes complexes juste avant la sieste, dans un moment de détente, et de se munir d'une cuillère et d'un bol retourné de manière à se réveiller et avoir une solution juste avant de sombrer dans la torpeur. Vous pouvez essayer également. Quatrième point d'attention maintenant, le dialogue et la conversation. Il est important de parler de vos idées pour les faire rebondir sur quelqu'un. Cela va vous permettre de les enrichir, de les hybrider grâce à l'expérience et au point de vue de votre interlocuteur. On dit souvent qu'une bonne discussion amène de nouvelles idées, de nouvelles façons de percevoir le monde. Profitez du projet pour parler de vos solutions, de votre recherche, de votre problématique à vos proches et ainsi voir leur réaction. C'est en quelque sorte un premier test de vos solutions. Au cours de cette vidéo, nous avons donc vu plusieurs outils qui facilitent l'émergence de nouvelles idées. Comme tout domaine d'apprentissage, la créativité se pratique. Nous vous demandons donc de mettre en application les règles et les outils que nous avons décrits et de les utiliser afin de commencer à les maîtriser. Vous pourrez ensuite les transgresser, en amener de nouveaux ou les hybrider, car comme vous vous en doutez, il serait paradoxal de résumer la démarche créative par nature ouverte et non linéaire à une liste d'outils et de techniques figées. Alors il y a des aides et des méthodes qui permettent d'apprendre cette forme de laisser-aller maîtrisé, mais par essence, une bonne idée vient un peu n'importe quand, que ce soit sous la douche, en marchant ou lors d'une discussion, et il n'y a pas de recette magique. Nous ne pouvons que maîtriser les conditions d'émergence des idées, pas le résultat. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, pratiquer et imaginer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter votre coach, à vous connecter à l'une des séances de questions-réponses ou à nous contacter par mail. A bientôt pour une prochaine vidéo.